Avertissement. Cette vidéo contient des éléments de fiction traitant de thématiques sensibles telles que la folie, la perte de repères, et certains passages font référence à des mutilations volontaires. Elle est donc déconseillée aux personnes sensibles, ainsi qu'au jeune public. Des flashs lumineux brefs sont présents dans certaines séquences. Si vous êtes sujet à des troubles visuels ou photosensibles, comme certaines formes d'épilepsie, je vous recommande vivement la prudence ou de ne pas visionner cette vidéo. Pour une immersion optimale, il est conseillé de porter un casque audio ou des écouteurs. Merci d'être là. Repliez doucement la réalité derrière vous en sortant. Bonne vidéo. Nous sommes le 27 mars 1994. Un homme rentre d'un voyage à Bangkok qui aura duré 2 mois. 2 mois de temps suspendu, de chaleur humide et étouffante, à la recherche de quelque chose qu'il ignorait rechercher. Un homme que l'histoire aura oublié et dont le nom réel a été effacé par les années et les rumeurs qui se sont déformées jusqu'à nous. Un homme que nous surnommons aujourd'hui entre nous Little Whispers. Un homme qui pourtant, ce jour-là, arrive chez lui, à Londres, chargé d'une énorme valise. Il pleut, et les nuages sont tellement noirs que même les lampadaires peinent à éclairer la rue. Pourtant, chaque personne qui le croise voit qu'il a l'air étrange, voit son visage pâle, les cernes creusées sous ses yeux. Il semble pressé. Il tourne 2 fois la clé dans la serrure. La porte s'ouvre en grinçant. Cet homme, dont personne ne se souvient du nom, entre dans la pénombre. Il referme derrière lui et reste quelques instants dans l'obscurité et le silence, écoutant la pluie qui continue de s'abattre dehors. Puis, il se retourne enfin. Il allonge sa valise. Il l'ouvre doucement, sans prendre la peine d'allumer les lumières. Cet homme cherche quelque chose, ou bien peut-être espère-t-il ne pas trouver ce qu'il cherche, à l'intérieur. Il s'agite, il jette en arrière les vêtements, les affaires de toilette et les souvenirs, comme s'ils n'avaient aucune importance. Il fouille, il brasse, il se débat dans la pénombre. Et puis il trouve ce qu'il espérait ne jamais retrouver. Doucement, il l'emmène jusqu'à son bureau. Il sait que la nuit sera longue, une longue descente dans les entrailles de ce qui ressemble en tout point encore à une encyclopédie numérique. Le CD-ROM charge. Cet homme, Little Whispers, se trouve face à une barre de recherche, comme celle que je connais, sans sommaire, sans chemin. Il tape quelques mots aléatoires qui ne donnent rien. La nuit avance. La nuit n'en finit plus d'avancer encore. La nuit se referme sur lui, pendant des heures qui n'en finissent plus. Il est prêt à abandonner, quand il tape par hasard, linceul. Juste un mot pour retrouver un chemin perdu. 2 entrées vers on ne sait quoi. Journal 210. Une forêt de linceuls suspendus. Il existe une vallée où la mort pousse sur les arbres et où les linceuls blancs flottent comme des nuages humides au bout des branches. Il existe un chemin de pierre, éventré, d'où sortent de longs sifflements causés par le vent. Et au bout de ce chemin, il y a nous. C'est après des jours de route que nous sommes arrivés ici, moi et les autres. Et nous avançons seuls au milieu des bruits que laisse entendre le silence. Et je sens que ma gorge est nouée, alors que nous sommes sur le point, j'en suis certain, de découvrir ce que nul n'a encore jamais découvert. Je sais qu'après cela, plus personne n'ignorera notre nom et que tous les regards seront rivés sur nous. Pour une raison que j'ignore, ma bouche est remplie du goût pâteux de la mélancolie. Elle imprègne tout ce que je mange depuis que nous sommes partis, tout ce que je bois, tout ce que je respire. Elle circule dans mes veines et m'envahit.
J'ai même quelquefois cette désagréable impression que c'est un avertissement. Un appel surgit d'on ne sait où, et qui ne pourrait nous inciter à rebrousser chemin qu'en nous décourageant. Ou bien peut-être est-ce ce que nous allons découvrir, qui nous touche d'ores et déjà, de son aura maléfique, qui sait. Quoi qu'il en soit, nous savions tous avant même de ressentir quoi que ce soit, que nous ne rebrousserions pas chemin, et ainsi nous restons fermes et droits devant nous. Qu'y a-t-il devant nous? Une crevasse, plongeant à pic vers des profondeurs sombres, qu'il semblerait fou de vouloir descendre explorer. Si ce n'est ces bouts de ferraille, ces restes d'engrenages et de chaînettes qui cliquettent encore sous les bourrasques qui s'engouffrent dans cette bouche oubliée, et qui sont là pour nous dire que la suite de la route se situe bien par là. Je voulais de l'aventure et des sensations pour écrire. Il voulait un écrivain pour immortaliser une aventure qui méritait d'être immortelle. Eh bien, je crois que nous avons trouvé les uns et les autres ce que nous cherchions, et d'une manière tellement accomplie qu'il me semble difficile d'en vouloir davantage. Chaque jour, nous descendons dans la gorge sèche et palpitante de ce vestige immense que nous avons mis tant de temps à atteindre. Elle semble dégager une aura sauvage, violente, et je crois que si nous n'avions pas prêté serment de rester fidèles à la mission que nous nous sommes donnée, je serais reparti, écrasé par une peur ancienne et gigantesque qui, j'en suis certain désormais, vit encore ici. Chaque fois que nous empruntons notre nacelle, les parois semblent s'écarter davantage pour nous laisser passer, et j'ai l'étrange sensation d'être avalé vivant par le titan d'un ancien monde, affamé de plusieurs siècles de disette sociale. Les rares fois où je relève les yeux lors de ces interminables descentes, je vois le ciel rapetisser, comme si je regardais au travers de la manche d'un pantalon extensible, qui ne cesserait de nous repousser en arrière. Finalement, je me dis que ce genre d'expérience est peut-être plus proche qu'on ne le croit, de ce que peuvent ressentir ceux que l'exil a condamnés à l'oubli. Edelweiss, qui ne me quitte jamais, ouvre systématiquement ses grands yeux verts en direction du ciel, qui disparaît au-dessus de nous, ses longs poils roux débordant du sac dans lequel elle saute dès qu'elle sent que nous allons descendre, et je vois les ombres la ronger petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne reste rien que les deux billes de ses yeux au milieu du néant. Ce n'est qu'une fois arrivés en bas que nous allumons les lampes à huile, histoire de ne pas gâcher le carburant au vu du nombre de jours que nous sommes partis pour rester. Chaque jour, nous nous enfonçons de plus en plus profondément dans cette gorge minérale, où la roche sombre et effritée semble être un ciel à l'agonie, contre lequel le regard se heurte et où les rêves semblent s'arrêter. Les quelques traces de civilisation qu'il reste encore à cette profondeur semblent être un enchevêtrement de cheveux métalliques, collés et entremêlés par les décennies passées face au mouvement de la terre profonde et aux intempéries dégoulinant dans cette fosse, presque fondue dans les parois qui les entourent. Parfois, une ombre suspecte fait hoqueter le chat contre moi, et nous scrutons alors tous deux avec appréhension l'obscurité. Mais rien ne perce la surface des eaux de la réalité. Les créatures qu'il semble que nous nous attendrions à voir, restant piégées dans les abysses de nos peurs enfouies. Parfois, une secousse de la nacelle nous fait nous rappeler que nous sommes en danger à tout instant, que le précipice qui se creuse sous nos pieds est bien plus dangereux que n'importe quel monstre redouté. Et alors je ferme les yeux. « Tu te sens mal, Henri ?» me demande souvent Mike lorsque nous restons à la surface et qu'il voit que je suis en train d'écrire. Je suppose que cette activité n'est pas ce qu'il préfère, étant donné ses réactions à mon égard. Je le soupçonne de penser que je n'ai pas ma place ici. Si je m'attarde à retranscrire nos interactions, c'est afin que vous, chers commanditeurs, puissiez apprécier les difficultés réelles d'un tel voyage. Et ce n'est pas vraiment comme s'il me déplaisait de pouvoir m'exprimer sur le sujet. Surtout, surveille bien Edelweiss. Ce serait vraiment dommage qu'elle aille se fracasser sur n'importe quoi qu'il doit y avoir en bas de ce fichu trou, me lance-t-il parfois. Dans ce genre de cas, je ne sais pas exactement comment sont censés réagir les gens. À vrai dire, la première réaction qui monte en moi, comme un feu qui vient de s'allumer après que la foudre ait frappé là où elle n'aurait pas dû, est de le frapper aussi fort que possible,
afin qu'il soit incapable de dire un seul mot jusqu'à son retour à Paris. Mais il est inutile de préciser que ce serait dangereux pour nous tous. Quand il dit ce genre de choses, il prend un de ces sourires malsains de lutin hargneux et que doivent avoir les fantômes lorsqu'ils viennent vous hanter. Même si je sens que ce qu'il dit tient plus de la menace que de l'information. Depuis que nous sommes partis pour cet endroit, j'ai rapidement compris qu'une expédition de ce genre, pour les raisons que nous savons, ne se monte pas nécessairement entre honnêtes gens, même si cela est tout à fait possible, mais qu'il faut surtout des hommes compétents, forts et motivés, quand bien même ils soient mal intentionnés. Un autre mot. Il tape Henri dans la barre de recherche. 511 entrées. Qu'apprend-on ? Qu'apprend-on ? On apprend qu'il existe une île au large du Pacifique, une île que nul homme n'a jamais habitée. On apprend qu'un riche investisseur pensait y trouver des diamants et qu'il l'a acheté pour ça en particulier. On apprend qu'il n'a pas trouvé de diamants. On apprend qu'il a trouvé autre chose. D'étranges structures métalliques aux abords d'un ravin lisse. D'étranges structures réglées comme des horloges, sifflant des bruits que nul n'avait jamais entendus. Tous les jours de leur expédition, les 3 explorateurs descendent jusqu'au fond du ravin, à l'aide d'une nacelle, et tous les jours ils vont un peu plus loin dans l'exploration souterraine. Et tous les jours, ils remontent sans avoir rien trouvé de plus. Journal 3. Écho du ravin. Des kilomètres de terre et de roches. Voilà ce que nous avons trouvé en descendant une première fois dans cette immense crevasse, aux allures de portail surnaturel. Il est en effet assez facile de se représenter des fées et autres lutins se mettre à danser les nuits de pleine lune aux abords de ce précipice qui tranche le paysage comme un pain à farcir de manière si nette que c'en est déroutant. Nous avons longé toute la longueur du trou, sur 1 kilomètre de profondeur, pour essayer de trouver ne serait-ce qu'un élément métallique qui aurait pu nous mettre sur une autre piste, mais nous n'avons rien trouvé. Le sol est argileux et comporte une grosse quantité de sable, de terre et de pierre qui ne viennent vraisemblablement pas d'ici, mais de là à savoir si c'est l'œuvre d'une quelconque civilisation disparue, ou bien les surprises de la géologie qui viennent à notre rencontre, c'est difficile à dire. Quoi qu'il en soit, rien de surnaturel. Et tous les jours, pendant des jours et des jours, ils remontent sans avoir rien trouvé. Little Whispers finit par comprendre que cet investisseur, dont l'histoire a aussi oublié le nom, a fait appel à une société nommée Lyra & Nice Systems. C'est cette société qui a recruté les 3 hommes, qui leur a fourni le matériel. Cette société à laquelle on trouve si peu de références dans les journaux de bord. Un extrait de document, ajouté comme une image à l'un des journaux de bord, et sur lequel on peut voir une description de l'île, à laquelle il donne le nom de Nyssa. Un encart de photocopie sur des documents à propos du matériel fourni. On peut lire Lyra Technologies, un encart censuré qui ne nous en dira jamais plus. Une entrée du CD, qui est une archive d'un témoignage de l'entreprise Lyra & Nice, est recueillie en 1980. Témoignage de Maria Luisa. En 1959, à la veille de la fête des primes jours, Maria Luisa, 9 ans, est prise de violents maux de tête et part se coucher sans avoir dîné. Elle raconte ainsi des années après la nuit qu'elle a passée. Ce n'était pas un rêve, enfin, pas vraiment. Pas au sens commun où nous nous représentons ce que pourrait être un rêve. Je dirais plutôt qu'il m'a semblé voir, au-delà du réel, quelque part avant l'imaginaire. Je sais que tout cela a l'air fou, mais c'est ainsi que je l'ai vécu. Pardon ? Ah oui, ce que j'ai vu. J'ai vu comme une immense crevasse, qui descendait à pic sur plusieurs kilomètres, avec un bord où de la glaise et du métal se mélangeaient, comme si une ville entière avait été broyée et fondue dans le sol. Vous savez, comme les fossiles qu'on retrouve encastrés dans les blocs rocheux.
Mais ce qu'il y avait de plus effrayant, c'était ce silence qui laissait entendre des bruits qu'on n'entend pas d'habitude, des sortes de grincements de machinerie qui dépassaient quelque part dans le trou, ou de je ne sais quoi d'autre. Pour l'extérieur, il y avait des arbres dont les racines avaient crevé le sol et qui semblaient morts, secs mais solides. Des draps blancs flottaient au bout, comme si quelqu'un les avait mis là. Mais pourquoi quelqu'un aurait fait ça? Vous voulez que je vous dise? J'ai longtemps pensé que c'était un lieu de sépulture, ou quelque chose du genre. Ou bien que quelque chose avait imité ou déformé un lieu de deuil. Car à bien y regarder, certains draps semblaient réellement fusionnés avec les arbres, même si je n'en suis pas certaine. Au fur et à mesure de la lecture des journaux, Little Whispers finit par trouver des entrées où Henry, Mike et le professeur trouvent enfin quelque chose, extrêmement profondément, dans les entrailles de la crevasse, et non plus seulement aux abords de la surface, comme ils l'avaient précédemment vu. Journal 289, la porte. L'œil battant, nous nous sommes hasardés encore plus profondément dans les entrailles de cette île, l'œil rempli de crainte et d'espoir au-delà de l'obscurité sous nos pieds. C'est alors que nous l'avons trouvée, immense, immense comme plusieurs arbres empilés, comme construite pour un colosse, un portail de pierre. Enthousiasmés de cette vision tenant presque du surnaturel, nous avons tous retenu notre souffle, en serrant les poings, déjà certains que cet artefact d'une autre civilisation nous en dirait bien plus que nous n'aurions pu l'espérer en venant d'ici. Il était là, devant moi, aussi fascinant qu'étrange. J'ai entendu les autres autour de moi commencer à murmurer, tous en même temps, et je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, alors j'ai observé. Au départ, je ne savais pas vraiment quels éléments le conféraient cette aura d'étrangeté et de surnaturel, ni ce qui faisait monter ces chuchotements entre les gens de l'équipage. Mais je finis par comprendre. Il ne mène sur rien. Ce portail qui a simplement l'air d'avoir été déplacé et laissé là à l'abandon, ne servant plus que de symbole triste pour ceux à qui il avait certainement dû servir autrefois. Journal 300. Porte détail. Voici l'examen détaillé de la porte que nous avons trouvée, après être descendus et l'avoir observée et analysée. Elle est constituée d'un mélange de différents métaux, de l'argent, du cuivre, ainsi qu'un métal que nous ne parvenons pas à identifier. Elle mesure 10 mètres de large pour 20 mètres de haut. Elle n'est cependant pas aimantée. Il n'y a aucun gond, aucune armature qui pourrait suggérer qu'elle ait été destinée à fermer ou délimiter un espace. Et il semble raisonnable de supposer qu'elle ne servait que de symbole de passage d'un endroit à un autre. Elle semble avoir été abîmée, comme si elle avait été frappée par des objets tranchants qui l'avaient marquée légèrement. Cela a peut-être un rapport avec le fait qu'elle ait été placée là, en dehors de toute utilité pratique, même si on peut se demander s'il est seulement possible de bouger un tel monument. Son contour est parfaitement lisse et ne comporte aucun symbole ou quoi que ce soit qui nous aurait donné un indice sur ses fabricants. Il n'y a qu'une grande feuille vierge, dessinée en fresque vide et muette. D'une certaine manière, ce manque d'informations nous ferme bien la porte de la connaissance de cette civilisation, et elle joue donc bien son rôle. Une petite cavité, néanmoins, nous donne un indice minime de ceux qui vécurent là, on ne sait quand. Elle est discrète, et il s'en est fallu de peu pour qu'on ne la prenne pour un de ces morceaux de rouille qui sont accrochés comme du gui aux 4 branches du cadre. Un peu excentrée, elle ressortait comme un bourgeon de la paroi métallique. Cette nuit, après que nous l'ayons trouvée et que nous nous soyons raisonnés à aller dormir un peu, avant de l'analyser plus en profondeur, j'ai fait de nombreux mauvais rêves, emplis d'un brouillard épais et de terreurs enfouies. Plusieurs fois, les yeux encore endormis, je me suis redressée dans mon sac de couchage à la lueur d'une lampe à huile, et j'ai cru que je n'étais plus ici, mais au milieu d'une mer solide qui supportait mes pas. Un lieu où rien ne paraissait comme il aurait dû paraître, où l'on se doutait que les nuages devaient être brûlants et secs, et où les étoiles même ne semblaient pas être autre chose que d'obscures gouttes tombant dans le précipice des jours. C'était effrayant et fascinant tout en même temps.
Ni soleil, ni lune ne planaient dans cette étendue infinie et obscure qui ne reflétait rien et dont les vagues semblaient me fuir. Je savais qu'il y avait dans ce lieu quelque chose d'originel, qui nous avait précédés et qui nous survivrait, sans savoir quoi. Alors, le cœur inquiet, j'ai ouvert mes bras et j'ai plongé dans l'espace humide qui semblait se déployer sous mes pieds. Il trouve cela, puis il trouve encore autre chose. Journal 370. Un autre squelette. J'ai trouvé un autre de ces squelettes. Celui-ci a l'avantage d'être bien plus complet, ce qui permet une description plus approfondie. Certaines parties ont été fossilisées dans la roche. Ils ont l'air humanoïdes. Certainement pouvaient-ils marcher sur ce qui ressemble à des jambes, et des plumes leur poussent de manière éparse sur la peau du crâne, la laissant vide et étrangement difforme sur le reste de l'arrière de la tête. Nous pouvons aisément supposer que si le reste du corps avait été fossilisé, nous aurions retrouvé des traces de ces plumes à d'autres endroits. Mais il est difficile d'en être certain. Je ne peux m'empêcher d'être pris d'effroi dès que je croise l'un de ces squelettes, m'imaginant moult théories sur leur apparition dans notre monde. J'imagine une famine frappant cette île sombre, des oiseaux dévorant les hommes et devenant semblables à ces êtres que nous découvrons. J'imagine des expériences atroces, de la manipulation d'ADN pour créer de nouvelles espèces. Je ne peux que m'imaginer des scénarios tous plus improbables les uns que les autres, face à l'horreur de ce que nous découvrons. Les journaux commencent alors à parler en détail de l'étude des squelettes et des fossiles retrouvés. Petit à petit, Henri va voir son propre comportement, ainsi que celui de ses camarades changer. La lumière du jour leur devient insupportable. La porte les obsède. Ils veulent à tout prix franchir cette porte qui donne sur un mur de pierre. Journal 450, bruit. Jamais nous ne remontons plus à la surface. La lumière du soleil nous était de plus en plus insupportable. Elle nous brûlait et nous desséchait l'âme. Un grincement retentit au loin, profond, grave, issu des 1000 bouches métalliques contenues dans la structure de cette vile machine, éteinte depuis des siècles. Je léais ces fleurs de plomb et d'argent. Ces boutons cuivrés, autrefois emportés par les va-et-vient circulaires de pattes insectoïdes, fendaient certainement l'air tout près de ces immenses chaudières, trônant de ci et de là comme d'anciens volcans endormis. Ces fougères de ferraille tranchantes et tordues au milieu de couloirs vides. Je frissonne en regardant la brèche qui s'ouvre en une plaie difforme derrière moi, et par laquelle je me suis engouffré dans cet espace minuscule et abandonné, où il semble que quelqu'un a trouvé refuge il y a longtemps. J'en ai pour preuve les dessins maladroitement dessinés, certainement avec un morceau de charbon, sur les parois qui m'entourent, les quelques livres pourris par les années et l'humidité ambiante, et un étrange amas de tiges de cuivre et de fer, pas plus gros qu'un poing fermé. Une odeur forte de rouille et de moisissure y règne et irrite les yeux, et pourtant je m'y sens bien. Tout cela me semble comme familier. Un autre grincement semble ébranler le squelette de fer qui maintient ce monde souterrain en place, et je ferme les yeux. Une vibration. Il fut un temps, je crois, où je ne fus qu'une vibration du même genre, profonde, grave, happée dans la conscience comme par un tourbillon lumineux. Une vibration et un instant plus tard, je sentais pour la première fois. Mes cellules explosaient et je m'étendais loin devant. Toujours plus loin, jusqu'à briser la frontière de l'univers pour me retrouver dans un monde encore plus grand. Henri ? C'est Mike. Il me cherche, mais je ne sortirai pas. Journal 462. Machine. Je regarde à nouveau le petit tas de ferraille organisé à mes pieds, et j'ai une drôle de sensation. Celle de savoir exactement ce que je dois faire avec, sans que ça vienne vraiment de quelque part. Enfin si, il y a bien une origine, je pense à cela, mais ça n'a rien de rationnel. J'ai fait un rêve il y a quelques jours. Dans ce rêve, j'étais maigre, très maigre, et j'avais faim, faim comme on ne peut pas se le représenter. Je sortais de chez moi, à Paris, et je marchais dans les rues froides, et je me sentais comme appelée ici, vers la brèche, ayant marché des années, et ayant traversé les mers, et m'étant glissée à l'intérieur de ce gouffre sombre, je m'étais retrouvée face à la porte immense qui domine l'endroit. Répare la machine,
me disait une voix dans le rêve, et elle ne faisait que de se répéter. Répare la machine, répare la machine, répare la machine, répare la machine, répare la machine. J'ai envie de prendre de la roche et de me l'enfoncer dans le crâne. J'ai envie de prendre des plumes et de les faire miennes, de les rendre partie de mon propre corps. Mais où trouver des plumes sous terre? Répare la machine, répare la machine. Je n'en peux plus de penser à cette voix. Et pour finir, la dernière entrée d'Henri. Journal 504, porte-lumière. J'ai mal. J'ai allumé la porte-lumière. La lumière est revenue vers la porte. J'ai mal, mais je me sens bien avec les plumes. Plus personne d'autre. La lumière indique la voie du nombre. Il n'y a plus qu'un nombre. Mais qu'est la porte-lumière? Nombre. J'ai mal. Little Whispers revient à lui. Il remarque que plusieurs plumes semblent lui avoir poussé dans le crâne et que du sang macule son clavier et ses mains. Mu par une énergie nouvelle et étrange, il tape alors Little Whispers dans la barre de recherche. Et la barre de recherche lui donne un résultat. Il ne veut pas y croire, et pourtant il veut. Journal 1. Dernière trace. La machine m'appelle. J'arrive, ma belle, j'arrive. Allons vers notre fin au qui sait, notre commencement. Je sais qu'ils nous écoutent, ceux qui sont aux portes de mes oreilles. Je sais qu'ils sont là, mais ils ne sauront rien de ce qui va arriver au-delà de la porte, car jamais ils ne les laisseront entrer avec moi. Oui, je sais que vous êtes là, ou que vous serez là, mais écoutez. N'entendez-vous pas vous-même ce tremblement qui crève le silence de vos origines, qui surgit depuis les entrailles de l'oubli dans les parties secrètes de votre cœur, et qui en cet instant pétille au loin derrière vos yeux? Là où se cachent les souvenirs les plus anciens, cette porte gigantesque par laquelle nous ne passons jamais que 2 fois. Ne voyez-vous pas vous-même les tréfonds de la ville close? Les poteaux électriques s'y dressent comme des arbres tordus et secs. Les câbles électriques en tombent en de longues lianes de plusieurs kilos, enchevêtrés et sales. Ils sortent tels des vers immenses, des yeux béants de la grande ville, se faufilant à travers les rues, comme un réseau de veines mortes. La ville elle-même, bien que faite de métal, a cet aspect osseux, squelettique, de quelques fossiles laissés là. Les numéros nous appellent, et c'est malgré nous que nous sommes zappés. Il y eut la nuit sur le monde, je sais. Il y eut la nuit, mais qu'avons-nous appris? Nos regards se sont perdus parmi les heures, et la nuit est venue sur le monde, plus complète qu'elle n'avait jamais été, plus sombre que les profondeurs du fleuve du Toucan, que tout le monde a oublié. Il y a les souvenirs qui s'accrochent aux parois de ce que nous sommes, et loin derrière, il y a encore ce que nous avons oublié, ou ce que nous croyons avoir oublié, et loin derrière, plus loin encore, il y a ce vide terrifiant que portent en eux tous ceux qui vivent. Quoi qu'il en soit, plus jamais on n'entendit parler de Little Whispers, de Henri, de Mike, du professeur. A leaf falls into the quiet stream, whispering secrets from a broken dream. The wind hums soft through the hollow trees, carrying sorrows on a fragile breeze. A shadow dances where sunlight fades, lost in the echoes, the night cascades. Moonlight weeps on the meadow's face, leaves a tender ache in this sacred place.